Elle n'a qu'une seule obsession, Tulime Pamoja en français, cultivons ensemble. Le projet a été présenté au public il y a peu. La présidente de la fondation Neema, Ketia Olangi, est notre invitée ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci. Alors, vous comptez créer une industrie agroalimentaire qui sera dirigée par une femme à travers Tulime Pamoja. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je remercie d'abord votre chaîne qui a voulu venir vers moi pour pouvoir avoir des éclaircissements sur ce grand projet. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut toujours trouver une opportunité dans ce problème-là. Et je pense que c'est la loi de la vie. Je pense que c'est Dieu qui permet souvent que nous puissions avoir des situations difficiles, mais nous devons rester positifs. Alors, j'ai fait un constat pendant le confinement. Nous savons bien que nous avons vécu un moment très difficile quand la crise de la Covid a commencé, et surtout pendant le confinement. Et nous avons bien compris que nous dépendons de l'extérieur. Tout ce qui est chez nous en République démocratique du Congo est importé. Et imaginez-vous si par exemple toutes ces frontières étaient réellement fermées, si les ports étaient vraiment fermés, comment la population congolaise allait s'en sortir, comment nous allions manger. Alors c'est comme ça que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, mais finalement, vous savez, c'est arrivé, mais on ne sait pas ce qui peut arriver dans 5 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver dans 7 ans. Et même dans la Bible, quand Dieu a donné la révélation à Pharaon, quand il a appelé Joseph pour interpréter ce songe, Joseph a expliqué qu'il y aura 7 ans de prospérité, il y aura 7 ans de famine. Et le roi, le pharaon a dit à Joseph, ok, comme c'est toi qui as eu l'explication, tu vas trouver une solution. Dieu n'est pas venu du ciel pour venir trouver la solution à la place de Joseph. Joseph a eu la révélation, il a eu l'explication, mais c'est Joseph qui a géré ces moments de prospérité pour pouvoir prévenir la famine. Alors je pense que nous devons prévenir ce qui peut arriver. Nous sommes dans un monde où les catastrophes peuvent arriver. Justement, nous venons d'avoir une catastrophe naturelle à l'est de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'on était préparé à ça? Et je pense que c'est ce qui manque chez nous en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de planification, on n'est pas préparé aux catastrophes naturelles. Mais s'il arrivait un jour où les frontières sont vraiment fermées, comment est-ce que notre population va se nourrir? Il est temps que nous puissions nous mettre debout. Et c'est comme ça que je me suis dit, il y a un problème, mais il y a une opportunité. Et j'ai quand même fait l'Afrique. Les nourritures de base sont produites dans les pays africains. Et pourquoi nous n'arrivons pas à produire notre nourriture de base? Pourquoi on doit importer le poulet? Pourquoi on doit importer les côtes? Pourquoi on doit importer les poissons? Mais nous avons toutes les capacités ici. Nous sommes des humains comme ces autres nationalités, comme, comme nos autres frères africains. Donc on peut le faire. Et je me suis dit, je veux créer cette société. Je veux créer un système qui va faire en sorte que la famine puisse être éradiquée dans notre pays. Et que comptez-vous produire exactement? En fait, la société, c'est la société provinciale de développement. C'est une société qui va produire plusieurs produits agroalimentaires. Et en lançant la société, nous avons d'abord voulu commencer par la nourriture de base. Vous savez que chez nous, en République démocratique du Congo, plusieurs Congolais aiment le foufou. C'est ça la nourriture de base. Nous allons d'abord commencer par produire des sacs de farine, de maïs, que nous allons appeler le produit Tulime Pamoja. Donc, Tulime Pamoja, c'est le produit, c'est l'un des produits de la société provinciale de développement. Nous allons d'abord commencer par ça et au fur et à mesure, nous allons développer d'autres produits qui seront produits ici en République démocratique du Congo par des Congolais. Et la femme, oui, parce que vous savez, la femme, j'ai fait un constat. Si vous mettez une femme dans un poste de décision, vous allez comprendre que la femme va travailler et nous avons une constance. Nous, les femmes, on n'est pas éparpillées. Je vais donner un exemple banal. Nous, les femmes, on n'est pas polygames, on n'est pas polyandres. Une femme, quand elle est dans un poste de décision, elle a son mari, elle a ses enfants, elle est concentrée sur le travail. Mais contrairement aux hommes, les hommes, Dieu les a créés d'une manière différente. Les hommes, dès qu'ils ont le pouvoir, automatiquement, c'est avoir plusieurs femmes. Je ne juge personne, mais c'est une réalité de la vie. Nous le vivons, ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Alors je pense qu'il est temps qu'on donne la chance à la femme congolaise, parce que nous sommes constants, nous sommes intelligents, nous pouvons gérer, nous pouvons changer les choses. Et ce 26 juin, vous invitez les maraîchères au stade Vélodrome. De quoi sera-t-il question exactement? Justement, nous sommes dans l'étape de la sensibilisation par rapport à ce projet. Parce que, vous savez, le Congolais a vécu beaucoup de temps de misère, beaucoup de temps de problèmes. Il y avait trop de complications dans notre pays. Et ce sont nos mamans qui ont nourri les populations. Et je me pose même la question, si ces mamans n'étaient pas courageuses, comment est-ce qu'on allait vivre dans ce pays? Ce sont les mamans qui vendent le foufou, qui se réveillent à 5 h du matin, qui vendent le pain. Ce sont nos mamans qui ont nourri, ce sont les mamans qui nous ont nourris pendant plusieurs années.
Alors, je pense elles ont pris plusieurs années dans l'informel. Et justement, elles faisaient une économie informelle, c'est juste une économie de survie. Ce n'est pas une économie de développement. Ça ne contribue vraiment pas au développement économique de notre pays, parce qu'elles sont dans l'informel. Maintenant, comment les booster? Comment les mettre ensemble? Alors, c'est elles d'abord les prioritaires par rapport à ce projet. Ce sont ces femmes-là les prioritaires. Si même j'ai besoin d'avoir des informations par rapport à comment développer cette entreprise, je dois travailler avec ces mamans-là. C'est pourquoi le 26 juin, je me suis d'abord décidé. C'est vrai que j'ai fait des conférences de presse, j'ai fait une conférence aussi à l'hôtel Rotana pour pouvoir annoncer l'événement, pour pouvoir annoncer le projet, mais aussi, c'est important pour moi d'aller vers ces mamans-là qui ont nourri le ventre pendant plusieurs années, ces mamans qui sont dans l'économie informelle, les mettre ensemble, parler de ce projet, leur faire comprendre ce projet et les intégrer dans ce projet parce qu'elles sont les leviers incontournables de ce projet. Alors, Tulime Pamodja vous prend à cœur, vous voulez à tout prix le matérialiser, mais quelles sont les stratégies mises en place pour y parvenir? La première stratégie, vous savez, c'est un projet d'une grande envergure. C'est un projet bancable. Donc, ce genre de projet, il n'y a aucune banque qui va refuser de financer. Parce que d'abord, tous les jours, nous mangeons. Tous les jours, le ventre a besoin d'être nourri. Mais je n'ai pas voulu aller dans ce sens-là, premièrement. J'ai d'abord voulu que le Congolais, que nous puissions être unis. Et l'unité vient dans ce genre de projet. L'unité nationale, le patriotisme, l'amour. La première démarche, ce n'est pas d'abord de vouloir devenir riche derrière ce projet. Mais la première chose, c'est d'abord comment je peux expliquer ça? C'est la fierté, c'est le patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre les étrangers. J'aime beaucoup les étrangers. Mais c'est aussi bien quand ces étrangers viennent, trouvent que nous-mêmes, les Congolais, nous sommes en train de jouir des richesses de notre pays. Ce n'est pas que les étrangers vont venir jouir de nos richesses et nous-mêmes, nous sommes en train de souffrir. Il y a un contraste. Ce n'est pas normal. Alors, si cet étranger peut venir chez moi au pays, investir et devenir riche, qu'est-ce qui manque à nous, les Congolais? De pouvoir aussi investir, de créer des sociétés, d'éradiquer le chômage, d'éradiquer la famine. On peut le faire, maman. Pourquoi on peut le faire? Nous sommes 80 millions d'habitants. En parlant de Kinshasa, on m'a dit que nous sommes presque à 20 millions d'habitants à Kinshasa. Il y a combien de femmes? Aujourd'hui, si vous allez faire une statistique par rapport aux gens qui boivent de la boisson alcoolique, par jour, c'est 4 millions de dollars. Vous comprenez avec moi que chaque jour, il y a 4 millions de dollars de recettes pour ces compagnies qui vendent de la boisson alcoolique. Alors, ça veut aussi dire que nous sommes capables, nous Congolais, de réunir 4 millions de dollars tous les jours, créer des emplois. Vous voyez les choses en grand, madame. Voilà. Ça veut dire, si on dépense pour boire, on peut se dire, ok, je me prive un peu aujourd'hui, on peut créer des sociétés qui vont réduire le chômage et au fur et à mesure, on va éradiquer ce chômage-là. Alors, cette solidarité nationale, vous savez, à un moment donné, on doit se réveiller. Ça veut dire, nous avons longtemps attendu que l'aide vienne de l'étranger. Quand cette aide vient, on ne voit pas l'impact social. Il y a toujours la pauvreté, il y a toujours le chômage. Mais maintenant, on doit se réveiller. C'est comme le peuple juif. À un moment donné, après l'Holocauste, ils se sont dit plus jamais ça. Le peuple juif se sont dit plus jamais ça. Il y a un moment où on doit se réveiller. Un moment où on doit se dire, mais nous sommes en train il y a une génération qui s'en va. Nous sommes cette génération qui est en train de fleurir maintenant. Et après, nous, nos enfants. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants dans ce pays? Je pense que notre génération est la génération qui va sauver cette nation. Alors, mettons-nous à réfléchir. Si je peux dépenser mon $1 pour acheter, je ne sais pas, quelque chose qui ne va même rien rapporter, je peux mettre cet argent dans une caisse de solidarité. Nous, Congolais, mettons-nous ensemble, créons des sociétés. Quand je parle de sociétés, ce ne sont pas des petites boutiques. Je parle des sociétés avec capital de 1 million, 3 millions de dollars. Et si on peut le faire chaque mois, ça veut dire qu'on peut créer des sociétés chaque mois qui peuvent éradiquer le chômage et qui va réduire la faim. Fondation Neema, c'est ainsi que vous avez baptisé votre structure. Mais oui, pourquoi avoir choisi ce nom-là? Neema, c'est en Swahili, ça veut dire la grâce. Parce que moi, je vis en fait par la grâce. Et cette fondation est une révélation divine. Parce que je suis une servante de Dieu. Voilà, je suis une servante de Dieu, je viens d'une famille chrétienne. J'avais des combats. Et je faisais mes affaires, mais j'avais vraiment des combats.
Alors, il y a une servante de Dieu qui m'a appelé, qui me dit, maman Ketia, Dieu m'a dit, c'était en 2010, Dieu m'a dit que pour ton combat, il faut que tu t'occupes des orphelins et des veuves. Bon, quand j'ai eu cette prophétie-là, je ne savais pas comment commencer, j'ai banalisé. Et en 2011 encore, il y a un de nos fidèles qui priait. Et en priant, je lui ai dit, dis à ma servante de pouvoir s'occuper des orphelins et des veuves et de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est là où je veux la bénir. Et c'est là où, en fait, c'est là où je l'appelle, en fait. C'est là son ministère, c'est là son appel. Et ce frère-là regarde, il ouvre ses yeux, il regarde maman. Parce que les prières étaient pendant le culte d'adoration. Il regarde ma mère, maman Olangui. Et puis il dit, oh, mais maman Olangui, elle a déjà une structure, elle a déjà un grand ministère. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas maman Olangui, c'est sa fille, Ketia Olangui. Dis-la de s'occuper des orphelins, de pouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Et c'est comme ça qu'il a cherché mon assistante. Et mon assistante m'a transmis le message. Et c'est maintenant en 2012 que j'ai finalement décidé de pouvoir avoir mon F92, avoir la personnalité juridique. Mais je n'avais pas encore commencé depuis 2012. J'avais ma personnalité juridique, mais j'étais en train de tâtonner. Et c'est en 2016, quand mon père est tombé gravement malade, que j'ai décidé de pouvoir commencer cette démarche, d'aller sur le terrain, côtoyer les femmes, avoir des informations, aider les orphelins. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et depuis 2016, je ne me suis pas arrêtée en chemin. Alors, au nombre de vos activités, l'on peut répertorier Ketia Olangui Scholarship. Vous octroyez des bourses d'études aux plus démunis. Comment ça se passe? Oui, parce que vous comprenez d'abord que la cellule de base d'une société, d'une nation, c'est la famille. C'est de là où, en fait, que tout, comme on dit, tout commence par là. C'est la famille, tout commence par là. S'il y a un problème dans la famille, automatiquement, ça affecte la société. S'il y a un problème dans la famille, automatiquement, nous avons les enfants de la rue, ça affecte la société. Si un papa n'est pas employé, il est dans le chômage, automatiquement, ça affecte la société. Alors, on commence par là. Nous détectons déjà les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés dans ces familles-là. Parce qu'un enfant qui n'est pas scolarisé, si tu n'as pas d'information, si tu n'as pas d'information, tu ne peux pas être développé, tu ne peux pas développer ton mental. Alors, tout commence par l'éducation. D'abord, l'éducation familiale, déjà qui est l'éducation de base, et ensuite, l'enfant doit aller à l'école. Mais si les parents n'ont pas de moyens, parce qu'il y a le chômage, automatiquement, ça fait de la société. Nous aurons des enfants analphabètes, nous aurons une génération des gens qui n'ont pas étudié, nous aurons des problèmes dans notre nation. Alors, c'est pourquoi mon premier combat, c'est d'abord l'éducation des enfants. Et comme je suis une personne qui est vraiment structurée, je me suis décidé de créer une plateforme qui va donner des bourses aux enfants de la maternelle jusqu'à l'université. Et nous avons pu répertorier des enfants qui viennent vraiment des familles très démunies, des enfants aussi orphelins. Comme je n'ai pas encore construit un orphelinat, ce sont des enfants qui sont placés dans des orphelinats avec une travail en collaboration et qui sont pris en charge par la Fondation Nima. Voilà. Alors, c'est comme je dis, c'est un programme de bourse que je donne aux enfants démunis, aux orphelins de la maternelle jusqu'à l'université. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup.